Alors, pour les tubes à mémoire, nous utilisions, venant du côté Warneck, un certain nombre d'ateliers qui travaillaient à notre profit. Alors, un premier atelier, c'était bien sûr celui qui regroupait les verriers. Et cet atelier de verrerie était de mon temps. Je suis arrivé embauché par CSF au tout début 1958. Je venais d'une longue séance militaire, mais à la suite d'un séjour aux États-Unis où j'avais fait ma thèse, et j'avais été la joie de rencontrer le directeur général à l'époque de CSF qui s'appelait M. Maurice Ponte. Et M. Maurice Ponte m'avait dit, puisque vous voulez travailler en France, vous étiez sur les tubes, allez donc voir le laboratoire de Corbeville pour les tubes à mémoire. Ce laboratoire était dirigé par André Leblond, qui était donc le gendre de Maurice Ponte. Alors, on était donc en famille, si j'ose dire. Et c'est là où j'avais commencé cette activité, début 1958. Alors, deux choses m'ont étonné, m'ont ravi. D'abord, la présence de ces équipes de technologues qui étaient chacun des grands spécialistes dans leur domaine. J'ai parlé de la verrerie. Il y avait, je pense, une bonne trentaine de verriers, dirigés par Jacques Ménien, qui, je crois, est venu à Saint-Égrène. Et c'était une équipe extraordinairement dévouée et très compétente, avec lesquelles ont été mis au point des problèmes difficiles de soudure vers métal. Je vous rappelle qu'à cette époque, il n'y avait pas de céramique, on ne brasait pas de céramique, donc ce qui tenait les tubes, c'était du verre, et sur le verre, soudé des électrodes en métal, en alliage fer-nickel-cobalt, le FeNiCo, qui a le même coefficient de dilatation que le verre molly. La difficulté était précisément que nous avions à découvrir les différents procédés qui permettaient de faire les formes nécessaires, rapporter les électrodes, etc. Il y avait peu de consommation en France le Covar, c'est le nom américain, le FeNiCo français avait un autre nom. Et il nous fallait commander ce métal, pouvait le commander qu'une fois par an. Il ne fallait donc pas se tromper, une fois par an, si on avait besoin de barres, de tôles, de différentes formes de cylindres. Et le verre molly était fabriqué à Bagnols, à côté de Fontainebleau. C'était la même chose. Il fallait indiquer une fois par an ce dont on avait besoin. Dans un laboratoire, chaque tube est un petit peu différent de celui qu'il suit, puisqu'on apporte petit à petit les modifications que nous espérons qui rendront le tube bon. Alors, nous avons vécu la vie d'ingénieur, de technicien, de l'ouvrier sur les nouveaux tubes. C'est une vie en dents de scie. Non, pas au point de vue mœurs. Non, pas au point de vue mœurs. De toute façon, on doit être entre 12h et 14h à travailler au laboratoire. Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour la bagatelle. Non. Mais par contre, ça veut dire que petit à petit, on essaye de faire marcher un tube, de faire fonctionner un tube. Alors un tube, c'est le résultat d'une expérience collective. Les dames de la salle à manger vont monter le canon à électrons qui est là. Ensuite, il va y avoir dans d'autres endroits fabrication de ce qu'on appelle la cible. Alors, les fabrications étaient faites avec les moyens du bord. Je crois qu'on vous a déjà parlé de la fabrication de la cible des PMA 403. La cible, c'est une rondelle plate, environ 50 mm de diamètre. Et le support matériel de cette cible est une grille à mailles très fines. C'est une grille qui a des 20 mailles par millimètre. Alors, aux États-Unis dont je venais à l'époque, c'était des choses qu'on achetait chez des fabricants. À l'époque où je suis arrivé à Corbeville, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'on fabriquait tout de A
jusqu'à Z. Il n'y avait pas de produits qu'on pouvait acheter. On achetait le métal tel qu'on le sortait, on achetait, mais le reste, c'est vrai qu'on le fabrique.